Bonsoir à tous, les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, les VPN, réseaux privés virtuels gratuits, les incontournables de ces derniers jours au Gabon pour accéder aux réseaux sociaux suspendus par la HAC, conçus pour sécuriser la connexion Internet, et bien, leur usage comporte tout de même des risques comme l'exposition de la vie privée des utilisateurs à travers le vol et la vente de leurs données. On en parle ce soir. Acquisition de nouveaux moyens roulants par la Sogatra, une nouvelle étape vers l'amélioration du transport urbain au Gabon, un parc automobile élargi et moderne dont la durabilité va dépendre d'une politique de maintenance rigoureuse. Et puis la Société d'énergie et d'eau du Gabon implémente son plan d'urgence triennal 2025-2028, un programme d'investissement visant à améliorer significativement la qualité de la desserte en électricité à travers la réhabilitation de ces installations. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. On commence tout de suite par les mesures prises par le gouvernement au Conseil des ministres hier, parmi lesquels un projet qui va réglementer l'usage des plateformes, des réseaux sociaux. Et justement, la rédaction s'est penchée sur ce sujet. Ils peuvent faciliter la diffusion virale de désinformation ou de contenus haineux envers les institutions et dans des contextes fragiles, exacerber les conflits, dégradant la défiance entre les citoyens et les autorités. Les réseaux sociaux peuvent donc être considérés comme des vecteurs majeurs de déstabilisation des institutions, d'où la décision de certains gouvernements de les suspendre pour maintenir l'ordre, les enjeux de l'éducation aux médias dans notre pays, avec Doris Grosonkolou. Au Gabon, les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus centrale dans le débat public. Facebook, TikTok ou encore WhatsApp sont devenus des espaces privilégiés d'expression d'information et de mobilisation citoyenne. Mais cette liberté numérique s'accompagne aussi des dérives préoccupantes. Ces derniers mois, plusieurs publications virales ont relayé des informations non vérifiées, parfois erronées, concernant des institutions de la République, des contenus largement partagés avant même toute confirmation officielle, contribuant à alimenter rumeurs, suspicions et tensions au sein de l'opinion. Pour des analystes en communication et en gouvernance, la rapidité de propagation de ces messages peut fragiliser la confiance entre les citoyens et les institutions. Dans certains cas, des campagnes coordonnées, souvent anonymes, viseraient à discréditer des autorités publiques ou à semer le doute sur des décisions administratives. Autre défi majeur, la manipulation de l'opinion à travers des messages vidéo, des extraits sortis de leur contexte ou encore de fausses déclarations attribuées à des responsabilités politiques. Face à cette réalité, des voix se lèvent pour appeler à un usage plus responsable des plateformes numériques et au renforcement de l'éducation aux médias, notamment auprès des jeunes. Les jeunes et les adolescents, justement, peuvent-ils distinguer une fausse information d'une vraie? Certainement pas toujours, selon des études. Problème, ils sont pour certains déjà abreuvés aux réseaux sociaux, même si leur esprit critique devrait pouvoir s'affiner avec l'âge. Arnaud Mbabekung attire l'attention sur leurs responsabilités. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux se sont imposés comme des espaces incontournables d'expression, d'information et de socialisation. Pour la jeunesse, ils constituent à la fois un outil d'opportunité et un terrain de risque.
Entre liberté d'expression et devoir de responsabilité, l'équilibre reste à construire. Les plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok ou encore X offrent aux jeunes la possibilité de s'informer en temps réel, de développer leur créativité et même de promouvoir des initiatives entrepreneuriales. Au Gabon, comme ailleurs, de nombreux jeunes utilisent ces outils pour valoriser leurs talents, défendre les causes sociales ou encore lancer des activités génératrices de revenus. Les réseaux sociaux favorisent également l'apprentissage collaboratif, le réseautage professionnel et l'ouverture sur le monde. Ils peuvent devenir un levier de développement personnel et collectif lorsqu'ils sont utilisés avec discernement. Cependant, l'usage non maîtrisé des réseaux sociaux expose la jeunesse à plusieurs dangers. La désinformation, avec la propagation rapide de fausses nouvelles, la dépendance numérique qui impacte la concentration et le rendement scolaire ou professionnel. Dans un contexte national parfois marqué par des tensions sociales ou politiques, une publication irréfléchie peut également entraîner des conséquences juridiques ou sociales importantes. Face à ces enjeux, la responsabilité de la jeunesse est double. D'une part, il s'agit d'adopter un comportement éthique, vérifier ses sources avant de partager une information, respecter autrui dans ses publications et commentaires, protéger ses données personnelles. D'autre part, il revient aux familles, aux éducateurs et au pouvoir public d'encadrer et de sensibiliser à un usage responsable du numérique. L'éducation aux médias et à l'information apparaît ainsi comme une nécessité. Elle permet aux jeunes de développer un esprit critique et de devenir non seulement des consommateurs, mais aussi des producteurs responsables de contenu. Les réseaux sociaux ne sont ni entièrement bénéfiques, ni totalement nuisibles. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Pour la jeunesse, ils représentent une formidable opportunité d'expression et d'émancipation à condition d'y associer maturité, prudence et sens de responsabilité. Car à l'ère du numérique, publier, c'est s'engager et chaque clic peut avoir un impact durable. Contourner les restrictions, protéger sa vie privée ou accéder à des contenus bloqués, les VPN séduisent de plus en plus d'utilisateurs. Toutefois, derrière cette promesse d'anonymat et de liberté numérique se cachent aussi des risques et des dérives. Quelles sont réellement les conséquences de l'utilisation des VPN? L'analyse de Jaurès Edoun, donc Cédric Zengdo et Sarah Zang. De plus en plus d'internautes ont recours aux réseaux privés virtuels, plus connus sous le sigle VPN. Présentés comme des outils de protection de la vie privée, ces dispositifs permettent de sécuriser la connexion entre un réseau interne et un service externe. Un VPN, pour Virtual Private Network, c'est tout simplement une technologie qui permet de gérer la connexion entre un réseau interne et un service qui est externe. Il permet à n'importe quel appareil de pouvoir se connecter à un autre réseau distant et c'est via ce réseau distant que les requêtes vont se faire. Mais l'utilisation d'un VPN n'est pas sans conséquence. Si cette technologie renforce la confidentialité des données et la sécurité des connexions, elle peut également exposer les utilisateurs à certains risques. C'est un outil qui est souvent utilisé par les populations lorsque le réseau local étant fermé, puisse se connecter à Internet en faisant appel à d'autres réseaux extérieurs. Il faut déjà rappeler que utiliser un VPN n'est pas illégal. C'est un outil, lorsque vous êtes un homme d'affaires et que vous voyagez dans différents pays, ça vous permet d'avoir accès à Internet de manière continue. Maintenant, lorsque l'on fait appel à ce type de service, on installe un VPN, on l'installe dans votre téléphone et ça peut être donc une occasion, par exemple, pour des hackers d'avoir accès à vos données ou à introduire des virus dans votre donnée. Il faut bien choisir son VPN. Il faut, lorsque vous choisissez un VPN, bien lire les conditions d'utilisation et surtout faire attention aux VPN qui sont gratuits parce que lorsque un VPN est gratuit, ça veut dire que ceux qui le recherchent, c'est probablement ceux qui se trouvent dans votre réseau. Le VPN apparaît aujourd'hui comme une solution de plus en plus prisée par les internautes soucieux de leur sécurité en ligne. Toutefois, son efficacité dépend étroitement du choix du service et de l'usage qui en est fait. Voilà pour le sujet des réseaux sociaux. Le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a reçu ce matin en audience le directeur des relations gouvernementales de l'entreprise Reminac, exerçant dans le secteur minier, avant d'échanger en deuxième heure avec la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. On fait le point avec Esmine Chouchou Kayumba, Francis Ifunda, Peter Monfumbi.
Au cabinet du vice-président du gouvernement, le directeur des relations gouvernementales de l'entreprise Reminac est venu présenter l'état d'avancement du projet d'exploitation du gisement de fer de Baniaka, situé à environ 70 km de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. L'idée était donc de faire le point de nos activités au Gabon, tout en précisant effectivement que nous prévoyons de mettre en route la mine de fer de Baniaka cette fin d'année, tel que nous l'avons effectivement signalé à notre ministre de tutelle, donc le ministre des Mines, qui depuis quelque temps s'investit beaucoup à nos côtés et donc nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet. L'autre volet était également d'annoncer donc à son Excellence, Monsieur le Vice-président, que au mois d'avril prochain, le board de Genmine sera au Gabon, conduit par son président Greg Ileman. Ils viendront donc ici pour faire le point au gouvernement et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc de lui dérouler des activités qui vont conduire à la mise en route de la mine de Baniaka. À son tour, Fatou Aminata Lo, la nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies au Gabon, a tout d'abord remercié le vice-président du gouvernement pour l'accueil qui lui a été réservé à l'occasion de sa prise de fonction avant d'évoquer la feuille de route des 100 premiers jours du gouvernement. Au cours de nos échanges, j'ai félicité son Excellence, le vice-président du gouvernement en particulier, pour le plan national de croissance et de développement qui a été adopté et qui est aligné avec les objectifs de développement durable dont l'horizon se rapproche à grands pas, étant donné que c'est en 2030, dans quelques années, que nous atteindrons, disons, la date butoir pour la réalisation de ces ODD. Et nous avons donc examiné de façon préliminaire, bien entendu, les différents mécanismes qui pourraient permettre au Gabon d'accélérer la mise en œuvre de ces ODD-là. Et dans ce contexte, quel accompagnement attendu du système des Nations Unies ici au Gabon. Il est à noter que cette rencontre entre les deux personnalités intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer la coordination et l'efficacité de l'action des partenaires techniques et financiers afin d'assurer un alignement sur le plan national de croissance et de développement. Le vice-président du gouvernement Herman Imongo a ensuite présidé une séance de travail axée sur les mesures à prendre par les autorités de la République liées à la future opération de déguerpissement des logements de l'État non entretenus et occupés par certains fonctionnaires depuis des décennies. On retrouve Frédéric Yanda Moukoula, Francis Ifuna et Peter Manfumbi. Des mesures à prendre par les autorités de la République pour encadrer la future opération de déguerpissement des logements de l'État occupés par certains fonctionnaires depuis des décennies et non entretenus. Tel est l'objet de cette séance de travail présidée ce 27 février 2026 par le vice-président du gouvernement Herman Imongo avec les ministres sectoriels. Nous sommes dans une opération d'envergure qui est menée par la Direction générale du patrimoine de l'État qui concerne un peu le déguerpissement de certains bâtiments appartenant à l'État dans le cadre donc de la rénovation et améliorer les conditions de vie et de logement des agents de l'État. La démolition des bâtisses concernées pourrait intervenir dans un avenir proche. Dans un chronogramme bien établi, nous allons d'abord commencer par l'étape de la communication, sensibiliser les occupants et montrer l'intérêt pour l'État donc de rénover et de rendre salubres ces endroits pour permettre un meilleur hébergement des agents publics. La reconstruction et rénovation des logements de l'État occupés par des concitoyens participe de l'embellissement de la ville et contribue à offrir à celle-ci un visage plus avenant. Dans l'actualité de ce soir également, les travaux de réhabilitation de la route Lebamba-Mbigou-Molo avancent bien. Le chantier lancé par le président de la République le 21 mars 2025 symbolise l'engagement du chef de l'État pour désenclaver durablement la région sud du Gabon en la connectant au reste du territoire national. Le constat de Bienvenue Minko, Stéphane Matsote et Rosny Biboma de la communication présidentielle. Par son ampleur, sa portée territoriale et ses retombées humaines, le projet routier Lebamba-Mbigou-Malinga-Molo, confié à la société Ebomac, s'impose comme l'un des chantiers structurants majeurs du Gabon contemporain. Bien plus qu'une infrastructure de transport, cet axe incarne une vision politique du désenclavement et une réponse concrète aux attentes des populations rurales, longtemps reléguées aux marges du développement.
Pensée comme un levier de transformation, cette infrastructure relie les localités clés de la province de Langounié, jusque-là confrontées à l'isolement géographique, à la précarité des échanges et à la dépendance saisonnière aux pistes dégradées. La route en construction conçue selon des standards modernes rompt avec des décennies de mobilité incertaine. Sur plusieurs segments à forte déclivité et au sol sensible, l'entreprise a fait le choix d'une exécution lourde, structurée et durable, mobilisant des moyens techniques conséquents. Centrale d'enrobé, unité de concassage, engins lourds et une organisation industrielle déployée sur plusieurs fronts. L'impact est direct sur le quotidien des populations. Je suis de Libamba et je fais mes travaux champêtres. C'est avec la route, tout est libre. On fouille l'arachide, tu mets dans les canters, ça part. Là, je pars même fouiller l'arachide. Tu plantes la banane, tu mets dans les canters, tu gagnes l'argent. Tu fouilles les tubercules, tu mets dans la voiture les sacs, tu gagnes l'argent. Pour les habitants de Libamba, Mbigou et des villages environnants, cette route représente un changement de vie. Concrètement, l'infrastructure réduit drastiquement les temps de trajet vers les centres administratifs et sanitaires. Il facilite également l'acheminement des produits agricoles vers les marchés et sécurise les déplacements en toute saison, notamment pendant les périodes de pluie. L'accès sur l'agriculture, c'est d'abord la route. Quand il y a la route, il faut dire que non, l'agriculture marche bien. Quand il y a la route, il y a l'accès de voitures et la nourriture. Les activités, par exemple, s'il y a déjà la route, vite fait, le produit sort et ça marche très bien. Mais s'il n'y a pas la route, les produits ne peuvent pas me sortir. Cette initiative de désenclavement met fin à une forme d'injustice territoriale silencieuse, celle qui condamnait des communautés entières à vivre en marge de la croissance nationale. Ce chantier est également un vecteur d'inclusion économique. Plusieurs centaines d'emplois directs et indirects ici ont été générés, avec une priorité donnée à la main-d'œuvre locale. Au-delà de l'échelle locale, l'axe Libamba-Mbigou en travaux s'inscrit dans une ambition plus large, relier durablement le sud du Gabon aux corridors économiques régionaux jusqu'à la frontière congolaise. Oui, la route est un peu bien par rapport à avant. La route est vraiment avancée. 15 km de Makongonion, c'est là où il y a un peu de discuter. Sinon, du Gamba jusqu'à dans les zones là où vous me prenez là, vraiment, c'était là. Dans un pays où l'infrastructure routière reste un marqueur fort de la présence de l'État, le projet Libamba-Mbigou est aussi le symbole d'un Gabon qui investit ses territoires profonds et rééquilibre son développement. Le chantier en cours dans cette région du sud du pays représente une belle promesse de mobilité, de dignité et de prospérité retrouvée pour des milliers de Gabonais. Le secteur minier gabonais franchit une nouvelle étape. La Société équatoriale des mines et l'entreprise Evo Mines ont signé ce jour un accord de partenariat stratégique visant à mieux contrôler la chaîne d'exploitation de l'or au Gabon. On en sait plus avec Gaël Mbimba Okoko et Tito Mohamed. C'est en présence du ministre des Mines et des Ressources géologiques que le directeur général de la Société équatoriale des mines et le PDG d'Evo Mines ont paraphé ce protocole d'accord. Un acte qui permettra à la SEM de renforcer sa capacité d'action sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'or, de l'extraction à la commercialisation. Aujourd'hui, le partenariat avec Evo Mines va permettre à la SEM de pouvoir encadrer l'artisanat minier afin de pouvoir avoir une production encore mieux que celle de nos jours. Ce partenariat prévoit notamment l'introduction de techniques d'exploitation plus performantes dans le secteur et une meilleure traçabilité de la production aurifère nationale. Comme vous le savez, le secteur minier est un secteur qui, au-delà d'apporter des emplois directs, apporte également tous les services qui entourent le secteur. Et que donc, à cet effet-là, cette collaboration n'est pas entrée justement dans ce genre de bénéfices pour le Gabon. Pour les autorités, il s'agit là d'une étape décisive vers une exploitation plus responsable et plus rentable des ressources minières du pays. Cet accord pour notre pays va nous amener vers des lendemains meilleurs. Pour l'année 2026-2027, on doit atteindre les 15-20% de notre contribution sur l'assiette fiscale pour ce qui concerne uniquement de l'or qui est à 6% aujourd'hui. Avec cette signature, le Gabon affirme sa volonté de structurer durablement sa filière aurifère,
Une nouvelle dynamique qui marque un pas supplémentaire vers une exploitation plus transparente et davantage profitable à l'économie nationale. Le dossier de ce soir commence par 7 éléments de nouveaux moyens roulants pour la Société gabonaise de transport qui va élargir son champ d'action. Le ministre d'État, ministre des Transports, Ulrich Manfumbi, a inspecté les nouveaux équipements pour s'assurer de leur intégrité fonctionnelle et technique. Arnaud Mbabekung et Tito Mohamed. Le ministre d'État, ministre des Transports, s'est rendu sur le site de réception afin de constater de visu la livraison de bus, de camions-citernes et de camions-remorques destinés à la Société gabonaise de transport, Sogatra. Cette dotation constitue la première phase d'un vaste programme de réinvention et de redynamisation de l'entreprise publique. Nous avons voulu innover, non seulement en poursuivant avec le transport de passagers, mais en opérant aussi dans le transport de VIP, le transport de marchandises, le transport d'hydrocarbures pour avoir une compagnie robuste, bien équipée, mais qui puisse véritablement jouer son rôle. Engagée dans un processus de modernisation, la Sogatra entend proposer un service renouvelé avec des tarifs annoncés comme accessibles à toutes les bourses. Les prix qui seront appliqués défient toute concurrence en ce sens que pour aller à Tchibanga, généralement, nous sommes dans l'ordre de 15 000, mais là, des instructions ont été données pour que ce prix ne franchisse pas le cap de 10 000 francs. Les bus flambants neufs climatisés de marque Etcher et SML assureront la desserte des zones urbaines et interurbaines. Cette première vague d'équipement est accompagnée d'un conteneur de pièces de rechange comprenant notamment 180 roues, une pompe à graisse et un compresseur industriel afin de garantir la maintenance et la durabilité du matériel. À cette occasion, le ministre d'État a appelé les agents à faire un bon usage de ces équipements, soulignant que leur préservation conditionne la qualité et la continuité du service public de transport. Le transport urbain est donc à un tournant décisif entre difficultés financières, tensions sociales et le projet de fusion Sogatra-Transurb. Le secteur tente de se réorganiser après plusieurs années marquées par la gratuité du service, les crises sociales et la crise sanitaire. Près de 30 ans après la création de la Sogatra, l'enjeu reste le même, offrir aux populations un transport public fiable, accessible et surtout durable. L'état des lieux dans ce reportage de Yannick Menga. Au Gabon, le transport urbain traverse une nouvelle phase de son histoire. Créée dans les années 90, la Sogatra avait pour mission de structurer le transport collectif à Libreville et dans sa périphérie. Pendant des années, elle demeure le principal opérateur public, malgré un parc vieillissant et des difficultés financières récurrentes. En 2019, face à une demande croissante, l'État lance Transurb, avec l'ambition de moderniser l'offre et d'augmenter le nombre de bus en circulation. Un an plus tard, la pandémie de Covid-19 bouleverse le secteur. La gratuité du transport public est instaurée, la fréquentation explose, mais les recettes disparaissent. Résultat, des déficits qui fragilisent durablement les deux entreprises. Aujourd'hui, entre renouvellement du parc automobile, tensions sociales et décision de fusionner les deux structures, le gouvernement tente de redonner souffle au transport urbain. Sur le terrain, les usagers continuent de faire face au retard, à la rareté des bus sur certaines lignes et à la concurrence persistante du transport informel. Près de 30 ans après la création de la Sogatra, le défi reste le même, garantir un service public fiable, accessible et financièrement viable. Le transport urbain gabonais est donc à la croisée des chemins, entre réformes structurelles et attentes pressantes des populations. Mais une tendance s'annonce. Le Ngori et Bolé. En français simple, le transport urbain ne sera plus gratuit. Et c'est donc le lieu de revenir sur la gratuité des transports qui faisait donc la joie des populations gabonaises. Et c'est avec Lariska, Laure Mamingi, Osaga et Bertrand Saga. En 2020, dès les débuts de la crise sanitaire, la Covid-19, qui a frappé la terre entière,
Parmi les mesures sociales prises par le gouvernement, figurait la gratuité de transport, assurée essentiellement par Sogatra. Une gratuité qui a duré plusieurs années et qui n'est pas restée sans conséquence sur le fonctionnement de cette société d'État. En effet, Sogatra est une entreprise qui, au-delà de la subvention de l'État, devrait pouvoir vivre de ses recettes. Seulement, même après la Covid et ce jusqu'à un passé récent, la première société de transport urbain au Gabon assurait encore le Ngori. Cela sans compter la gestion épicière dont elle a toujours été l'objet par les différents gérants. Aujourd'hui, au moment où interviennent une fusion-absorption avec d'autres maisons de transport au Gabon, il faudra bien faire les comptes de ces séries de mesures de gratuité qui ont participé fortement à la saignée de la Sogatra, en tirer les conséquences et proposer un réel plan de gouvernance qui pourra peut-être apporter un léger mieux et amener enfin cette société, vieille de près de 30 ans, à tenir ses promesses. Et vous le savez, en proie à de nombreuses difficultés, la société gabonaise de transport tente donc peu à peu de sortir la tête de l'eau avec ce renouvellement du parc automobile dont la durabilité va nécessiter une véritable politique de maintenance, comme nous l'explique Ginette Mugola Massala, Jean de Dieu, Mambuno et Shelly Mania. Nous travaillons pour la satisfaction des besoins des Gabonais qui ont longtemps souffert de ce manque de transport en commun, qui ont longtemps souffert de ce manque de vision cohérente et qui attendent avec beaucoup d'impatience le lancement effectif de cette compagnie nationale de transport que nous voulons dynamique pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. La société gabonaise de transport Sogatra vient de se doter de nouvelles acquisitions. Il s'agit entre autres de 82, soit 6 camions-citernes à gasoil, 6 autres à essence, 5 semi-remorques, 25 bus de 30 places et 40 bus de 66 places. Le tout accompagné d'un conteneur de pièces détachées. Elle vient donc de se moderniser avec pour objectif principal de renforcer et améliorer les services de transport public au Gabon. Cette dotation représente une réelle opportunité économique et sociale pour la Sogatra. Ces nouvelles acquisitions devraient non seulement optimiser le service proposé aux usagers, mais aussi de préserver plus de 1000 emplois, tout en redonnant ainsi un nouveau souffle à l'entreprise et à son personnel. Pour le bon état de ses moyens roulants, les autorités devraient mettre en place une politique d'entretien. Toutefois, pour ces questions d'entretien de ces nouveaux véhicules, nous nous sommes rapprochés des autorités des tutelles qui ont jugé ne pas communiquer pour l'instant. Ouverture ce vendredi à Ovendo de l'atelier sur les nouveaux défis de la performance portuaire à l'horizon 2030. L'événement parrainé par le maire de la commune, Arnaud Sandré Nombo, a réuni les étudiants autour des organisateurs spécialistes de la logistique portuaire. On en sait plus avec Nathalie Oké et Gérard Mindou. C'est dans une salle bondée d'étudiants, d'opérateurs économiques, responsables d'établissements du supérieur que les panélistes de Sopla Chaîne Gabon ont animé l'atelier d'information sur les défis de développement logistique du port d'Ovendo. Ovendo est une commune à vocation stratégique. Elle constitue l'un des principaux poumons économiques de notre pays. Son port, ses infrastructures logistiques et ferroviaires, son tissu industriel dynamique. Mais la commune d'Ovendo ne doit pas seulement être un espace d'implantation d'infrastructures. La commune d'Ovendo doit être un territoire d'opportunités, d'innovation, de compétences et d'inclusion. Contenu d'échanges riches, axés sur les opportunités et nouvelles filières de cette entreprise spécialisée. Il y avait déjà la possibilité de s'intégrer, mais personne ne savait la démarche. Donc c'est pour cela qu'on a invité les opérateurs économiques et le PNPE pour pouvoir montrer à ces étudiants qu'ils ont une possibilité de pouvoir intégrer les différentes structures de la commune. Donc Sopla Chaîne aujourd'hui se définit comme une société de solutions. Le but est qu'à la fin, les jeunes de la commune d'Ovendo et peut-être tout étudiant qui désire trouver de
l'emploi sait déjà comment marcher. À présent, nous avons des écoles qui ne s'adaptent pas à la réalité des sociétés qui agissent dans le domaine portuaire. Et ce qui était encore meilleur, c'est que les sociétés ont présenté, ils ont dit l'avenir de demain, voilà ce que nous avons besoin. Maillon important pour l'économie gabonaise, le port de Vendo est dans une phase de mutation face aux défis mondiaux de l'heure. Et donc nous pensons qu'à l'horizon 2030, le port sera un port qui sera connecté donc avec de nouveaux types de métiers, des nouvelles compétences. On veut impulser dans l'esprit des jeunes l'idée que c'est leurs compétences et leurs valeurs qui vont faire le port de 2030. Après tous ces temps forts, la phase de remise de présents aux participants, la signature de conventions entre les universités et Supply Chain Gabon ont clos la première partie de cette opération de charme. Rendez-vous a été donc pris pour les prochaines semaines. Un invité sur ce plateau, il s'agit du conseiller en communication du ministre de la fonction publique, Monsieur Lionel Ndongeyege. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Soyez le bienvenu sur le plateau de Gabon Première. Vous êtes ici pour une communication importante du ministère de la fonction publique. Nous vous écoutons. Communiqué du ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Laurence Mengue Mezogue, épouse Ndong, invite les agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, dont les noms suivent, à bien vouloir se présenter au ministère de la fonction publique, à la direction du recrutement le lundi 2 mars 2026 à partir de 7h30 pour affaires les concernant. Ils sont priés de se munir des documents relatifs à la régularisation de leurs situations administratives. Il s'agit de Monsieur Adama Mba Toukour, Monsieur Assoumou Wilfried, Monsieur Assigné Aoré, Monsieur Beka Menyé Neri, Monsieur Boulingi Boulou Dylan Givi, Monsieur Mbeng Aristide Caleb, Madame Mboui Moto Osu Riana, Madame Bibalou Marie-Louise, Monsieur Moukani Amous Setrock et Monsieur Moussoti Gautran, fait à Libreville le 27 février 2026, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Laurence Mengue Mezogo, épouse Ndong. Merci, Monsieur Lionel Ndongeyege, le conseiller en communication du ministre de la fonction publique. Je rappelle qu'il était sur ce plateau pour une communication relative à la convocation des agents du ministère de la fonction publique pour affaires les concernant. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Un expert venu d'Australie, Paul Green, c'est son nom, accompagné d'une délégation du groupe Ivindo Iron, était ce matin au cabinet du ministre, du directeur général de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. La collaboration en matière de formation était au centre des échanges. Ginette Mougola Massala, Stanley Gemanika. La coopération entre le Gabon et l'Australie est au beau fixe. En témoigne cette rencontre tenue ce jour entre Ariane Nestor Lenzonzo, directeur général de l'Agence nationale de formation professionnelle, le groupe Ivindo Iron, et un expert venu tout droit d'Australie. Ces échanges visaient à poser les bases d'une collaboration entre les deux institutions en vue de former des futurs employés du site minier. Suite aux différentes rencontres du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et du président de Fortescue, des engagements ont été pris par rapport au projet Belinga et à son développement. Et nous sommes venus ici pour discuter avec la NFEP sur les possibilités de partenariat futur pour justement travailler ensemble à la génération de compétences requises pour l'implémentation du projet. Former une main-d'œuvre qualifiée et opérationnelle capable de répondre aux exigences techniques et sécuritaires liées à l'exploitation minière constitue un véritable challenge pour les autorités. C'est un partenariat gagnant-gagnant, dans le sens où
Ivindo Iron va nous aider à modifier nos curricula pour matcher avec la demande dans le marché du travail, dans le secteur de mines. Notre vision, la multiplication des partenariats avec les entreprises au niveau local, mais aussi au niveau international. Ça, c'est la preuve. Au sortir de cet entretien, les deux parties se sont accordées afin de mieux définir les besoins en formation et en équipement pour un meilleur accompagnement des jeunes. Dans le reste de l'actualité, la Société d'énergie et d'eau du Gabon lance l'opération de vérification de ses infrastructures. Il s'agit de faire un inventaire de ses équipements et d'implémenter son plan d'urgence triennal 2025-2028, peut-être la fin des coupures intempestives. Lardi Ngemamba, Richard Mobiwa et Paul Jessica Nkol Ntuntum nous expliquent. C'est devenu une norme à la limite d'une seconde habitude. 2 à 3 heures de délestage rotatif par jour. Une solution palliative, bien que privative, permet néanmoins aux ménages et aux entreprises de flirter avec l'énergie. La crise énergétique frappe de plein fouet le Grand Libreville. Nous sommes dans la mise en œuvre du plan d'investissement triennal de la SEG 2025-2028 qui vise la sortie progressive de la crise énergétique actuelle du Grand Libreville. L'épicentre de cette catastrophe énergétique serait l'obsolescence des infrastructures et le manque d'investissement, ce qui entraîne de facto la fragilisation de l'ensemble du système. Conséquence, le Grand Libreville est plongé dans le noir. Nous avions sur le site 3 turbines qui faisaient un total à peu près de 55 MW d'ancienne génération installées en 1980, dans les années 80, qu'on veut remplacer par des turbines de nouvelle génération dont la puissance totale sera sensiblement de 100 MW garantie. Du côté de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, on parle d'un plan d'urgence triennal 2025-2028, un programme d'investissement destiné à améliorer la qualité de la fourniture en électricité. En clair, la société veut réhabiliter l'ensemble de ses installations. Nous sommes sur le chantier de réhabilitation de la centrale thermique d'Ovendo, qui est un projet mis en œuvre dans le cadre du plan d'investissement triennal de la SEG 2025-2028. La mise en service du câble souterrain 90 kW reliant le poste de répartition de Bisségué au poste source d'Amboé permettra d'asseoir une alimentation en électricité stable. En outre, la SEG s'engage à optimiser ses moyens de transport d'énergie à travers l'installation d'un câble aérien des technologies aluminium. Au travers de ce projet, nous allons commencer à avoir un soulagement au niveau du plan de délestage que nous subissons actuellement. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a donc 3 ans. 3 ans pour sortir d'une gestion de crise à une dynamique de redressement progressif. 3 ans pour moderniser les infrastructures. Et 3 ans pour regagner la confiance de ses usagers. Le temps de vous faire lecture de ce communiqué du Conseil économique, social, environnemental et culturel devant la résurgence des épisodes de pollution au large de nos côtes et d'autres sites de plateformes pétrolières. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel exprime la vive préoccupation de son institution. En sa qualité de vigile de la République, le CESEG rappelle que la prospérité pétrolière ne peut s'affranchir du respect sacré de notre biodiversité et face à l'émoi légitime des citoyens, il suggère une réponse de l'État articulée autour de la rigueur et de la science. Et à cet effet, le CESEG invite donc solennellement le gouvernement à se saisir du programme national d'évaluation environnementale des sites industriels, d'établir un diagnostic de vérité sur l'étendue réelle des dommages et d'imposer aux opérateurs des protocoles de réhabilitation fondés sur des données scientifiques indiscutables, loin de toute gestion de crise circonstancielle. Un communiqué de Guy Bertrand
Le Centre d'appui au développement et leurs partenaires techniques viennent de lancer une session de renforcement des capacités à l'intention des leaders des organisations de la société civile dans le cadre du projet dénommé S'unir et avancer contre la torture au Gabon. Objectif, contribuer efficacement à la prévention de la torture en milieu de privation de liberté. On fait le point avec Ygritte Bijou-Mombo et Cédric Zengdo. Plusieurs années après que le Gabon ait ratifié le protocole facultatif se rapprochant de la Convention contre la torture et autres traitements inhumains dégradants en milieu carcéral, le pays traîne toujours à procéder à la mise en œuvre effective de son mécanisme national de prévention. Fort de ce constat, les leaders des organisations de la société civile sont à l'école du savoir, à l'initiative du réseau Foi, Éducation et Culturelle et ses partenaires. La torture reste une réalité. Au regard des témoignages des anciens détenus, font état que la pratique de la torture reste presque systémique. Donc les experts qui sont venus de l'extérieur sont là justement pour édifier les organisations civiles sur le fonctionnement de ces mécanismes, mais aussi les missions clés de ces mécanismes de prévention de la torture. Aussi, le Gabon avait déjà procédé à des sessions de formation spécialisées, démontrant ainsi l'engagement concret des autorités gabonaises dans la mise en œuvre effective de ce dispositif. Le pays aujourd'hui s'engage à pouvoir reformer ses institutions et à pouvoir se relancer dans des pratiques différentes en matière de maintien de l'ordre et en matière de protection des personnes dans les lieux de privation de liberté. Pour rappel, le Gabon a ratifié le protocole facultatif en 2010, adopté en novembre 2024, portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l'homme, laquelle crée le mécanisme national de prévention de la torture en milieu de privation de liberté. Promue ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de la 5e République, Marie-Édith Tassila Doumbénéni, originaire de Lampassa, dans le Haut-Togo, a été présentée aux populations du département lors d'une cérémonie organisée à Franceville. La ministre a réitéré le message de l'unité. Guy Madjupa Sangwetaba nous explique. Dans la salle de banquet du gouvernorat, notables et autres cadres du département de Lampassa et de la commune de Franceville étaient tous rassemblés là pour dire leur gratitude au chef de l'État pour la nomination d'une fille de la circonscription au poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de la 5e République. Cette distinction est un motif de fierté pour notre province, pour notre département, de notre commune et pour chacune de nos familles. Elle témoigne de la place que la fille et fils de Lampassa occupent dans la construction du Gabon nouveau. Marie-Édith Tassila Doumbénéni a été ensuite présentée par la doyenne politique de la province. La ministre d'État Brigitte Onkanoa a demandé l'accompagnement de la famille altogovéenne. La tâche est belle, mais elle est complexe à assumer. Accompagner là, comme vous savez faire dans l'altogovéenne, le G2 c'est aussi l'unité. Le G2 c'est aussi le conseil. Le G2 c'est surtout la famille, notre grande famille. Au terme d'un cérémonial ancestral marqué par la remise de certains attributs traditionnels, Marie-Édith Tassila Doumbénéni a repris à son compte l'appel à l'unité et à la responsabilité des peuples de Massoukou. Franceville ne peut se développer dans la division. Je nous exhorte donc à faire taire nos divergences, nos égos, et de nous réunir autour du chef de l'État. Parce que nous devons ériger autour de lui une muraille de solidarité. Je porte en moi une ambition forte pour la jeunesse et la femme altogovéenne, car c'est elle qui est honorée à travers moi et à travers Madame le ministre d'État. Femmes jeunes, vous n'êtes donc pas des spectateurs, vous êtes les moteurs des projets de développement du chef de l'État. Après Franceville, dans le département de Lampassa, une cérémonie de même nature est prévue à Boumango, dans le département de l'Ogolétili.
Et on reste dans le Haut-Ogooué où la RSE continue d'être au service de l'inclusion du handicap avec cette action concrète de la Comilogue au profit des personnes handicapées. 50 moyens mobiles distribués à Mwanda dans le département de la Lebombi-Leyou. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales Guy Madjupa, Sangoy Taba et Aimé Joël Adjaï. En réponse à un besoin largement exprimé par la communauté des personnes à mobilité réduite de Lebombi-Leyou, c'est une commande de 50 scooters à 4 roues qui a été livrée. Un équipement de qualité pour aider la personne frappée de handicap de rester connectée à la vie sociale de son territoire. Ce matériel respecte les critères de sécurité les plus élevés et permettra à chacun de gagner en autonomie dans ses déplacements. Avec le soutien de l'État et d'Iramed Comilogue, cette action montre que nous voulons être présents là où les besoins sont réels et quotidiens. Pour les bénéficiaires, les scooters permettront de gagner en autonomie et en indépendance. Je suis très heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis content. C'est toute ma communauté qui se réjouit de ce. Très content. Je ne connais pas encore comment dire bien. Ça va aller avec le Malumbi, dans l'État gabonais, Malumbi, dans Comilogue. Réalisé dans le cadre de la RSE avec Eramet Comilogue, le projet de scooter illustre bien la volonté de l'accompagner d'œuvrer sans distinction pour le bien-être de tous. Ces scooters sont porteurs d'un espoir réel pour les bénéficiaires car ils leur permettront de gagner en autonomie et en indépendance. J'ai pu donc réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives qui favorisent l'inclusion sociale et l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens sans exception. Des cours de conduite sont prévus pour les bénéficiaires n'ayant pas la maîtrise de l'engin. Une invitée sur ce plateau, Ivana Mengue, cofondatrice de Éducation Financière Gabon, une structure de conseil en éducation financière. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Gabon Première du JT. Je le disais à l'entame, vous êtes la cofondatrice de Éducation Financière Gabon. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos missions? Alors, l'éducation financière Gabon, comme le mot l'indique, il y a l'éducation, ce sont des valeurs. C'est plusieurs années de travail, de formation, de prise de conscience auprès de nos populations, parce que nous croyons que tous les projets économiques que nous voulons mettre en place passe par de la formation, de l'éducation. Et aujourd'hui, EFG s'inscrit dans un partenariat avec plusieurs structures en local, et notamment Gabon Première, où nous avons, à titre personnel, l'opportunité de faire l'émission Éco-Finance. L'objectif est simple, c'est d'éduquer nos populations afin d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Très bien. Alors, vous êtes ici ce soir pour parler de la première édition du colloque sur l'éducation financière. Dites-nous en plus. Exactement, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'emploi des Gabonais, et nous croyons que l'entrepreneuriat, c'est une réponse à cette problématique. Et en passant par l'éducation, la prise de conscience des populations, nous nous sommes rendus compte que nous pouvons également encourager l'entrepreneuriat, et notamment ce colloque permettra de pouvoir mettre en avant tous les entrepreneurs, également mettre en relation les entrepreneurs accomplis, les chefs d'entreprise, au travers des ateliers. On aura plusieurs ateliers en concomitance simultanément, où on aura des partenaires dans les assurances, dans le financement, dans la microfinance, dans tous les domaines, dans les incubateurs. Le but, c'est de pouvoir regrouper le conglomérat de l'entrepreneur afin de savoir que c'est possible entre le début de l'ANPI jusqu'à la fin à se faire accompagner par des financements. Très bien. Alors, quand va-t-il se passer et comment y participer? Alors, c'est demain, Finam Gabon, en face de l'UOB. Donc, vous allez nous retrouver, venez très nombreux. Et on croit que demain, ce sera une journée juste exceptionnelle pour tous les entrepreneurs et les amoureux de l'entrepreneuriat. Bah, écoutez, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Première merci pour beaucoup. Communiquer à ce sujet. Merci. Pour la suite de ce journal, on parle de cette assemblée générale à Libreville du Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins. À l'ordre du jour, le bilan des travaux du conseil d'administration. On fait le point avec Jean de Dieu Gomes-Gombi et Pierre Claverella.
Au cours de cette assemblée générale du Bugada, le Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins, les membres adhérents ont examiné le rapport final des travaux du conseil d'administration tenu il y a quelques mois de cela. Les textes prévoient qu'après chaque conseil d'administration, nous devons réunir l'assemblée générale des membres adhérents pour leur présenter les grandes décisions qui ont été prises lors du conseil d'administration. Nous avons tenu un le 23 décembre dernier. Alors nous avons présenté le rapport du conseil d'administration aux membres adhérents et nous avons échangé afin que nous puissions nous comprendre. Cette rencontre a également permis aux administrateurs et aux membres adhérents de Bugada d'échanger sur le paiement du droit d'auteur des artistes au Gabon. Le droit d'auteur existe bel et bien au Gabon. Ce qu'il faut améliorer, c'est la répartition de la redevance due au droit d'auteur, étant donné que l'assiette de perception, la collecte qui est faite est relativement faible dans l'ensemble du territoire national. Il y a eu justement l'assermentation des agents du Bugada, cette assermentation qui donne force légale de pouvoir contraindre les différents utilisateurs d'œuvres de l'esprit à s'acquitter de la redevance. Donc c'est dans ce contexte que nous avons effectivement saisi l'Assemblée générale des différentes missions qui seront menées au courant de l'année 2026 et de la prochaine répartition liée à la redevance à la collecte des droits d'auteur 2025. Créé en 2013, le Bugada compte 32 membres adhérents et 17 au sein du conseil d'administration. Le Gabon lance officiellement ses présélections nationales en vue de sa participation au 10e jeu de la francophonie. Chansons, création numérique, contes, théâtre, les talents se mobilisent pour représenter le pays sur la scène de cet événement culturel qui se tiendra en 2027 en Arménie. Entre confiance des candidats et exigence du jury, l'enjeu est de taille, comme nous l'explique Alpha Ndombi Moussavou et Eric Mokoko. En coulisses, les visages sont sereins. À quelques minutes du début des épreuves, les candidats attendent leur tour, concentrés et déterminés. Naturellement, un peu de trac, mais pas trop stressé parce qu'on sait qu'on va donner le meilleur de soi et surtout rester authentique et ça passe ou ça casse. C'est une représentation de plus et on espère vivement que nous serons sélectionnés pour aller représenter fièrement notre pays. Tour à tour, ils se succèdent sur scène pour convaincre le jury. Création numérique, chant, conte, théâtre, entre autres, les disciplines s'enchaînent et les talents rivalisent. Ça s'est bien passé. On espère pouvoir décrocher la suite. Donc du coup, on en attente et on verra ce que ça va donner. Face à eux, un jury attentif composé de professionnels du monde culturel. Leur mission est exigeante, identifier les profils les plus prometteurs, capables de porter haut les couleurs nationales lors de la compétition à Erevan, en Arménie. Nous suivons également le discours du ministre de la Culture, qui était clair lors de la cérémonie d'ouverture officielle de ces Jeux au niveau du Gabon, que nous soyons objectifs. Trouver vraiment celui qui pourra faire rayonner le Gabon en Arménie en 2027. Ici, nous allons avoir un champion. Donc il ne faut pas seulement avoir qu'un simple champion, mais quelqu'un qui nous permettra de travailler avec lui et de le développer. Au-delà de la sélection, ces auditions sont aussi une vitrine du dynamisme artistique national, une diversité d'expression et de savoir-faire avec un objectif commun, faire rayonner la culture gabonaise lors de la 10e édition des Jeux de la francophonie en 2027. Direction le camp Georges Nkoma du Gros Bouquet où la gendarmerie nationale a célébré la Sainte Geneviève, patronne de ce corps militaire. La cérémonie ponctuée par une messe d'action de grâce a permis à l'archevêque de Libreville de rappeler aux gendarmes les principes fondamentaux de leur service pour la paix et la sécurité au Gabon. Lionel Boutsou-Pissam et Guy-Serge Dizambou. Organisée dans le traditionnel protocole militaire, la cérémonie de célébration de la Sainte Geneviève placée sous le signe de la cohésion et le renforcement des capacités opérationnelles a permis de rappeler aux gendarmes le sens du devoir dont ils sont rompus à la tâche. En célébrant notre sainte patronne, nous affirmons notre attachement aux valeurs qui fondent la gendarmerie nationale. Loyauté, honneur, disponibilité et esprit de sacrifice. Par l'intercession de Sainte Geneviève, protège mon âme, ravive mon courage, fortifie ma foi et ma détermination à œuvrer pour le rayonnement de la gendarmerie nationale, mais surtout
des institutions de la République. Dans son homélie, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, exhortait les militaires de ce corps d'élite à demeurer fidèles à leur mission tout en les invitant à faire preuve d'intégrité et de courage. Ce que le Christ attend de nous aujourd'hui, ses disciples, c'est l'intégrité et l'amour. Il ne suffit pas de ne pas tuer. Ce qu'il faut, c'est bannir la colère. Ce qu'il faut, c'est bannir les mauvaises pensées qui viennent du cœur. Même si on ne pointe pas le fusil sur quelqu'un, même si on ne tue pas physiquement, mais il y a des paroles, des gestes, des intentions qui peuvent blesser et détruire. À travers cette célébration de la Sainte Geneviève, la Gendarmerie nationale réaffirme son attachement aux valeurs traditionnelles et au service de la nation. Le monde de la communication pleure l'un de ses brillants professionnels. L'acteur, réalisateur, producteur Van Oumar Mabadi n'est plus, vous le savez. C'est à Nantes, en France, que le fils de Mavono Afougamou a joué sa dernière partition. Il laisse inconsolables ses proches, les amis de la culture et partant de la communication. La dépouille de Braddock sera rapatriée le 28 février aux premières lueurs du jour. C'est déjà la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de la revue de presse de Cabrel, Guilain, Les Mamies. Ainsi va l'actualité. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur Gabon Première et à très bientôt. Bonsoir à tous. L'actualité a été marquée par les promesses tenues par le gouvernement pour une sortie de crise dans le secteur éducatif. Cet événement, les médias ont adopté des positions divergentes. Cette revue de presse se propose d'analyser ce traitement médiatique à travers tout d'abord le journal La Sagaie avec son titre « Le 25, c'est le 25 ». Le journal évoquait le gouvernement qui repoussait ses promesses, celle de mettre en solde 144 enseignants sortant école en février et 20 autres en mars. Le journal précise que les grévistes qui avaient repris le chemin de l'école sur la foi de ces assurances se sentaient floués et la parole gouvernementale égratignée finissait en lambeaux. Pas du tout d'avis avec La Sagaie. Le journal La Tribune parle d'une crise dans l'enseignement dont la bombe a finalement été désamorcée tout en soulignant qu'après l'annonce faite par la ministre de la fonction publique sur un prétendu blocage technique ayant empêché leur intégration immédiate en solde, les 148 sortants écoles de l'éducation ont finalement perçu leur rémunération le 25 février dernier via des bons de caisse avant une normalisation de leur situation administrative. Dans le même sens, le quotidien national L'Union précise que le premier point du protocole d'accord est la régularisation des situations administratives avec effet solde, laquelle affiche un résultat supérieur aux engagements initiaux. 600 dossiers ont été régularisés alors que 500 dossiers étaient annoncés pour février. Cette performance traduit la volonté des autorités à aller au-delà du minimum convenu afin de résorber durablement les situations en souffrance, parfois anciennes, qui fragilisent le climat social au sein du secteur éducatif. Si la situation est régularisée pour les enseignants, il n'en est pas de même pour les étudiants du privé menacés d'exclusion pour scolarité impayée. L'agence gabonaise de presse évoque l'ultimatum lancé par 59 promoteurs d'écoles privées regroupés au sein de la conférence des grandes écoles du Gabon. Ils demandent aux parents le paiement d'au moins 50% de frais de scolarité. Face à cette problématique, le Conseil national des parents d'élèves du Gabon a réagi. D'après ce dernier, les établissements indiquent que dans le cas contraire, les étudiants pourraient être renvoyés. Selon eux, l'Agence nationale des bourses du Gabon
leur doit plus de 12 milliards de francs CFA. Autre actualité et à retenir, celle du SAMU social gabonais qui suspend ses prises en charge. L'Union traite dans ses colonnes de la déclaration du coordonnateur général du SAMU social dans laquelle il explique ne plus garantir la qualité des soins, exigence imposée tant par l'éthique médicale que par les conventions internationales signées. Selon lui, les patients sont donc invités à se tourner vers les structures hospitalières publiques existantes, certes payantes, mais opérationnelles. Botarbo ombolani bimbana mesi emo matundu mamwe popa na bibi anchemo zo abedete na bosina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka diebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bapunu mbolwanu bikumbu binanyangu bizibibeji bikumbu biebina dule biwulu oyipunu mbado kubiwulu oyipamu oyinzabi ondasa oyisira oyimbamba oyimiena na malongo masusu nansiduvali bikumbu biebina bizibibeji aiter dujabayi musongwa ukangano bebatu unungabu avese ayi mubeji fomu ati suvi batu tik mupasi tiewulwan musongwa ukangano be batu unungabu avese dibila yi tuhejabi nan musongwe una we bandili anan tuhejabili nan tu bandili ubuhil musongwe una mwana belugi nane rungulili na mangolu maifumbi yandi na mangolu mabadoka ongabu fo mwati suvi batu tik mupasi digambu dimbongo basatia barefutu ufubi sogatrana transurbe vajulu dukubueli yi batu botu mbeba maguku nonanga mumwensili momana makunzimi fomu dikuwar ikutona jirui diboti nando bonugulu bikumbu oyipunu tiewulu abikumbu bebina mu malongu amnitrel duve vater Mbuleba siso le yuajula limbama lubu ngome bisi eti disi yulanga etila esisa emabila avese malifala nga enkala nga enini buma bari echu esiso yo kala bari leme yo di sale obi binda na kemisi yo buma bari okoke mochu antayo ja empasi bana mangu ovele di aboa sabe ma bieleyo le subo ovove esibeya meto ekumetari o leban kumu sogatra abiri bari ngori ompo sabe angonda ya mira enda minyila zanzaia obila malenganga lafra lenda mono tinimo ankana mpoesabe atmi ovsa olebeyua mena omo ankumu transub masiri zanzaia mo ngale yabambre ankana sabe ma mono lengangalia ngabwali ma zanzamo masara nchuo mo lolo mavuma kwa maibi mole mo banda boshba ya wa mole mvebei mumbila mutana ishaba le jibaka mishisha ishaba meni bi echina ye wika ye igwa emo ilongo bokono batu nda yiba nda langule banda kama nyuluwa o pikati bangu nda yiba ka langule pikati langule buma batu ipoko o yimbati we ini ishaba meni ka jamvule teke wa mo pikati kolo wa gbomo ishaba meni tuwovu chendiko bomo lebi kulangule jakakoshi odilu ndakashi batunga mandaku mashaka kai kakale ishaba meni ndibale mvebe yi mumbila motandati kolo wana bishiubia ipoko yita enongo yoja nanga ipoko ndavuche notoko malaku ipoko wa ochinabwe ebyo obyeshtu bye pikatu kuke bomo ishaba meni nanguji wogwa lengabu na jamvuline nileta na mo bokoko batu mo bakamyon mo ngunda malabe ndimo lolo ndaku yekipe ibepekele batu yebabanga sogatra na yokono yebabanga transurb bangba yo mo janja mo pikati mo bishiubie ya batu bavuche yeneke ndiko bwe mo bitaka kule bakamyon meni nda wuta badolowa bishiubia makuma shatu bie sogatra aja kaka mo obepeke batu
langla jawo bi jamvuli neni la yikishe batu mo ilongo ndimi yuma la me baji kakule ilongo bangba atanda baji pakije keshimo janja mo pikati batu beshtu bakuke landa mo ilongo mo bakamnyo meni obwe ndio neno machango bo shba jalo na mangshima ya shiana Tanga tominge ibedi shibate huifuala AVC sho ibedi shisha bembe mishili nge badok baba tasbo ibedi mwen ni shisha rudu subat rungab tenga besi mabena hubisi wa manjongi mabadoko bave van babat bakwa to bat bato fwa moiti boba yo manjongi mabadoko tangia muyolinge lolbe mukonzi anzo iba duma loto iba teru fual sogatana transurbe nge bishimanzo mwene nibatiri lilolo mutas ngana bubo ba toru baksima sora muti bat banar kad ruto maloto mwene muyamsubo ai ninjama tang malolo huinzebi ndikani banani embanganya yajibu makabato epe yanyo yoko yabangate AVC yangu jake mbumani munene isia moto akomiene ka nyoji nongo angonde ka teuma hula moto menewe alors kiene ke bangaba mentanga itundu dite batana bijangwete na bosina buyonje ke ombolo wa batu mineni myamongo myepoje teni ehangweke belongwe bya bengule bya jilola ka batu ndeka utadole omiyama yame belongwe bya bangate sogatra na transurbe byekalakana elongwe yoko iche be bonoko jino joko pangamino memamba iche be unakija jadino jihenu mochebo liboti anu nantuma manisil tsona na bikumbu biboti tuk mwelab na tsona jiruyi diomnenu Botarbo nano ombola ni bimbani